Regardons maintenant une propriété intéressante liée à la transformée de Fourier. Considérons une fonction psi de x et sa transformée de Fourier phi de px. Dans la suite, nous utiliserons deux propriétés de la transformée de Fourier. En premier, on peut démontrer formellement que la transformée de Fourier est isométrique. Autrement dit, la transformée de Fourier conserve la norme d'une fonction. Cette propriété se généralise aussi aux produits scalaires de deux fonctions psi1 et psi2 et leurs transformées de Fourier respectives phi1 et phi2. En deuxième, en effectuant la dérivée de la fonction phi de px par rapport à la variable px, on s'aperçoit que le terme de droite peut être vu comme la transformée de Fourier de la fonction moins ix sur h bar fois psi de x. Gardons ces deux propriétés en tête et considérons maintenant une fonction d'onde psi de x' où la variable x' est une coordonnée cartésienne. Le module carré de psi de x' donne la densité de probabilité de présence sur l'axe x'. Et bien sûr, le module carré de la fonction d'onde est normalisé. D'autre part, nous avons déjà vu que nous pouvons écrire ainsi la valeur moyenne de la variable x' dans l'état décrit par la fonction d'onde psi de x'. Or, considérons la transformée de Fourier phi de px' et ce module carré. À cause de l'isométrie, nous remarquons que le module carré de la fonction phi de px' est aussi normalisé, ce qui est tout à fait cohérent avec l'interprétation du module carré de la fonction phi de px' comme probabilité de trouver la particule avec une impulsion px' à delta px' près. Nous pouvons ainsi définir la valeur moyenne de la variable impulsion px'. Donc, la fonction d'onde psi de x' est la fonction d'onde dans l'espace des positions, alors que la fonction phi de px' est la fonction d'onde dans l'espace des impulsions. Or, afin de simplifier les équations qui vont suivre, effectuons un changement de variable et définissons deux nouvelles variables x et px qui sont centrées, c'est-à-dire qu'ainsi définies, leur valeur moyenne vaut 0. Calculons aussi l'écart quadratique moyen au carré à la fois pour la variable x et pour la variable px. Nous allons maintenant démontrer que ces deux écarts quadratiques moyens satisfont à une inégalité. Plus précisément, nous allons démontrer que le produit delta x fois delta px est toujours supérieur ou égal à h bar sur 2. Pour effectuer cette démonstration, calculons la valeur de l'intégrale ainsi définie, qu'on indiquera par la lettre grand I, et où le coefficient lambda est réel. Nous remarquons que, par définition, cette intégrale est toujours positive ou nulle. Si on développe le module carré dans l'intégrale, nous nous retrouvons à devoir calculer ces trois termes. Or, on remarque facilement que le premier terme est, par définition, égal au carré de l'écart quadratique moyen de px. Afin de calculer le deuxième terme, nous remarquons que le module carré de la fonction phi de px peut être écrit comme le produit de phi complexe conjugué fois phi. Donc, la dérivée par rapport à px du module carré de phi de px peut se réécrire comme somme de ces deux termes. Avec cette remarque en tête, nous pouvons réécrire ainsi le deuxième terme de l'intégrale de départ en faisant donc apparaître la dérivée par rapport à px du module carré de phi de px. Nous pouvons ici effectuer une intégration par parties. Nous remarquons que ce terme est égal à 0 car la fonction phi de px est de module carré sommable, donc elle s'annule en plus et moins l'infini, alors que ce terme vaut 1 à cause de l'isométrie de la transformée de Fourier comme nous l'avons vu auparavant. Donc cette expression est égale à moins lambda. Nous avons ainsi calculé le deuxième terme de notre intégrale de départ. Il nous reste enfin à calculer le dernier terme. Pour cela, rappelons-nous des deux propriétés de la transformée de Fourier que nous avons vues au début de cette vidéo, c'est-à-dire celle concernant l'isométrie de la transformée de Fourier et celle concernant la dérivée de la transformée de Fourier. Eh bien, à partir de ces deux égalités, nous pouvons écrire cette troisième égalité. Dans le membre de droite, nous reconnaissons l'écart quadratique moyen au carré de la variable x. Nous pouvons donc écrire cette équation et l'utiliser pour calculer le dernier terme de notre intégrale de départ, qui vaudra donc lambda carré fois l'écart quadratique moyen au carré de x sur h bar carré. En rassemblant ces trois termes, nous pouvons reformuler cette intégrale et l'avoir simplement comme somme de ces trois termes. Ici, rappelons-nous que cette intégrale est, par définition, toujours positive ou nulle. Et c'est là pour n'importe quelle valeur de la constante lambda. Nous pouvons regarder le membre de droite comme un trinôme du deuxième degré en lambda. Pour que ce soit toujours positif ou nul,
le discriminant de ce trinôme de deuxième degré en lambda doit être toujours négatif ou nul, ce qui nous conduit à cette inégalité connue sous le nom d'inégalité de Heisenberg ou encore relation d'incertitude de Heisenberg. Il s'agit bien d'une inégalité de manière générale, mais on peut démontrer que si la fonction d'onde est une gaussienne, alors on aura l'égalité. Or, regardons la signification physique de cette inégalité qui est très intéressante. En effet, cette inégalité implique que plus la distribution de probabilité psi de x est concentrée au voisinage d'un quelconque point x, admettons ici le point x égale à 0 par simplicité, plus la distribution phi de px sera étalée et vice-versa. Autrement dit, on ne peut pas déterminer de façon arbitrairement précise à la fois la position et l'impulsion de la particule. Il faut préciser ici une chose importante. Quand on parle de précision dans la détermination de la position et de l'impulsion, on n'entend pas la précision d'un instrument de mesure. C'est-à-dire que même si l'instrument de mesure a une précision infinie, nous nous trouvons tout de même face à cette impossibilité de déterminer de façon arbitrairement précise à la fois la position et l'impulsion de la particule. C'est donc une propriété intrinsèque du système. Le cas classique où nous associons bien à une particule une position et une impulsion bien précises correspond au cas où le quantum d'action h bar est négligeable, c'est-à-dire quand on peut faire l'approximation que h bar vaut 0. Cette inégalité se généralise sans difficulté pour une particule dans un cas à 3 dimensions. Nous remarquons au passage que cette inégalité est valable pour tout couple de variables conjuguées et découle des propriétés de la transformée de Fourier. On remarque en plus que dans cette inégalité, la seule référence à la physique quantique, c'est d'avoir posé P égale H bar K. En effet, nous allons maintenant démontrer que ces inégalités sont une conséquence directe de la relation de commutation entre l'opérateur position et l'opérateur impulsion. Pour cela, partons d'un ket phi égal à cette combinaison des observables x' et px' appliqués à un ket psi, où le coefficient lambda est un nombre réel. Ici, l'opérateur x' est l'opérateur position sur l'axe x' et l'opérateur px' est l'opérateur impulsion le long de l'axe x'. Donc, leur commutateur vaut ih bar. Calculons maintenant la norme du ket phi. Il faudra donc effectuer ce calcul qui donne cette égalité vu que les observables x' et px' sont auto-adjoints. En développant ce produit, nous trouvons ces trois termes où l'on reconnaît ici le commutateur entre x' et px', ce qui nous amène à écrire cette égalité. Or, en sachant que le commutateur entre x' et px' vaut ih bar, nous pouvons écrire enfin cette égalité. Or, comme il s'agit de la norme d'un ket, cette quantité sera forcément positive ou nulle. Cela implique que le discriminant de ce trinôme du deuxième degré en lambda doit être négatif ou nul. D'où nous trouvons cette inégalité. Or, on centre les variables en définissant ces nouvelles observables x et px. Ainsi définie, la valeur moyenne des opérateurs x et px vaut 0. Nous remarquons aussi que le commutateur entre x et px vaut toujours ih bar, et que donc l'inégalité que nous avons écrite pour les observables x' et px' est valable pour les observables x et px aussi. Or, les écarts quadratiques moyens au carré de x et px s'écrivent alors ainsi, vu que la valeur moyenne de x et px vaut 0. Nous pouvons donc réécrire l'inégalité que nous venons de voir comme une inégalité pour le produit entre delta x et delta px. Or, cette inégalité est encore l'inégalité de Heisenberg, mais du point de vue des incertitudes de mesure liées aux observables position et impulsion. Ici aussi, on peut montrer que l'égalité est satisfaite uniquement dans le cas d'un paquet d'ondes gaussien. Il est important ici de remarquer que cette inégalité est une conséquence directe de la relation de commutation entre x et px. En effet, en utilisant la même démonstration et en remplaçant juste x et px par deux observables quelconques a et b, on peut montrer que le produit des écarts quadratiques moyens des deux observables a et b est toujours supérieur ou égal au module de la valeur moyenne du commutateur de a et b, le tout divisé par 2. Donc, si deux observables a et b ne commutent pas, alors cela implique nécessairement qu'il y a une limite inférieure au produit entre les deux écarts quadratiques moyens.
Une conséquence très importante de cette inégalité est que si A et B ne commutent pas, alors une mesure de l'observable A perturbe le résultat d'une mesure de l'observable B et vice-versa. Autrement dit, il n'est pas possible de mesurer avec une précision arbitraire à la fois l'observable A et l'observable B si ces deux observables ne commutent pas. Nous ne pourrons jamais connaître avec une précision arbitraire les résultats d'une mesure des observables A et B. Et j'insiste ici sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une limitation expérimentale, mais d'une limitation intrinsèque liée à la valeur du commutateur. Dans le cas où les deux opérateurs sont l'opérateur position et l'opérateur impulsion, je voudrais encore insister sur deux conséquences notables. D'un côté, comme nous l'avons vu, la particule ne pourra pas être parfaitement localisée en position et en impulsion. De l'autre côté, cela implique que nous ne pouvons plus définir la trajectoire au sens classique de la particule. En effet, en mécanique classique, nous pouvons définir à tout instant de temps la position et l'impulsion de la particule, et cela avec une précision arbitraire. Autrement dit, en mécanique classique, il est possible de caractériser la particule par deux valeurs arbitrairement précises de la position et de l'impulsion. En mécanique quantique, cela n'est pas possible, et cette limite est imposée par les inégalités de Heisenberg. Or, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, on peut voir la mécanique classique comme le cas limite où le quantum d'action h bar est négligeable, c'est-à-dire quand on peut faire l'approximation que h bar vaut 0. Autrement dit, la limite classique est celle où les erreurs de mesure des instruments utilisés pour mesurer la position et l'impulsion sont beaucoup plus grandes que les écarts quadratiques moyens des observables position et impulsion, c'est-à-dire quand les écarts quadratiques moyens des observables position et impulsion sont trop petits pour qu'on puisse les détecter. En effet, la longueur d'onde associée à une particule est donnée par le rapport entre la constante de Planck et l'impulsion, ce qui confère à la particule un caractère ondulatoire. Quand les longueurs caractéristiques du mouvement de la particule sont beaucoup plus grandes que la longueur d'onde associée à la particule, nous pouvons alors négliger le comportement ondulatoire. Et on retrouve donc un comportement classique. C'est-à-dire, il est justifié de faire l'approximation que la constante de Planck vaut 0. On peut mieux comprendre cela en faisant une analogie avec l'optique. Quand les longueurs d'onde en jeu sont bien plus grandes que la longueur d'onde de la lumière, eh bien, une description par l'optique géométrique est tout à fait satisfaisante. Par contre, quand les longueurs en jeu sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de la lumière, eh bien, une description par l'optique ondulatoire s'impose. Or, on peut dire que la connexion entre mécanique classique et mécanique quantique est analogue à la connexion entre optique géométrique et optique ondulatoire.